Merci Chantal. Merci à tous. On va pouvoir commencer de rentrer dans le vif du sujet. Comme le disait Chantal, ce webinaire, c'est le 13e sur les 15 du cycle consacré aux devoirs de vigilance et droits humains qui se déroule depuis novembre 2017. Les 5 premiers webinaires de ce cycle avaient été consacrés à un apport un peu sur les fondamentaux de la loi sur le devoir de vigilance, et les webinaires suivants, dont celui-ci, permettent de focaliser sur des points de la mise en œuvre de la loi. Donc notre webinaire aujourd'hui sera présenté et modéré par Tiffaine Baudelomeni, qui va bientôt nous rejoindre, qui est de l'association Sherpa. Je la laisserai présenter les activités de son association quand elle le pourra. On va pouvoir assez rapidement retrouver notre premier intervenant, qui est Monsieur Nissim, qui est l'adjoint du directeur exécutif RSE du groupe Orange. Et ensuite, on va avoir une première intervention de Monsieur Nissim, et ensuite une intervention d'Arnaud Faucon, qui est chef de projet chez Indecosa CGT. Voilà, merci infiniment à tous les deux d'avoir accepté d'intervenir dans ce séminaire. Et je vais tout de suite... comme le disait Chantal, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de la présentation directement aux intervenants en utilisant la fenêtre de conversation qui est en bas à droite de votre écran. Il y aura un temps pour répondre aux questions après l'intervention de Monsieur Nissim. Monsieur Nissim, je peux vous laisser la parole. Ok, j'ouvre mon micro. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, très bien. On vous entend bien. Ok. Alors, on va démarrer. La demande qui m'a été faite est d'essayer de voir comment le devoir de vigilance se connectait avec nos problématiques de droits humains et surtout quels enjeux pour l'ensemble de nos parties prenantes. Le fait de s'être adressé à Orange sur les droits de l'homme, sur les droits humains, j'imagine n'est pas neutre. Nous avons une politique sur les droits humains qui est très très avancée. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et c'est pour ça que je vais détourner mon intervention un peu à l'envers peut-être de ce qui était attendu. C'est-à-dire que je vais d'abord vous parler des droits humains et après je vais vous montrer comment le devoir de vigilance qui a été mis en place cette année nous a supporté dans nos fondations et au lieu de nous prendre à revers, comme une nouvelle loi qui est assez demandante en général pour les entreprises pourrait l'être. Là, ici, vous allez voir que ça nous a plutôt aidé. Alors, Orange, juste un mot d'introduction. Qui est Orange? Si vous êtes en France, vous savez qu'on est opérateur de télécom. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que c'est une multinationale qui est implantée sur 29 pays. Donc, la France n'est qu'un des pays sur les 29, avec un périmètre essentiellement situé en Europe, Europe de l'Est, Afrique et Moyen-Orient. 29 pays, 270 millions de clients à travers le monde. Donc, ça commence à représenter un nombre d'interlocuteurs importants. C'est pour ça que la préoccupation essentielle de nos métiers, c'est de satisfaire ces clients. 152 000 personnes employées à travers le monde, donc 96 000 en France et le reste, 55 000 en Afrique et au Moyen-Orient. Voilà un peu pour le paysage. Et vous allez voir que c'était pas inutile de vous introduire cette multinationalité de l'entreprise parce que, bien entendu, les problèmes de droits de l'homme sont des problèmes qui sont apparents en France, mais surtout, on va rencontrer des difficultés. Ça va développer vraiment une particularité pour Orange de supporter les droits humains à travers les pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Alors, on va démarrer. Donc, maintenant, je vais rentrer dans ce que ça veut dire les droits humains pour Orange. Et on est calé sur les recommandations des Nations Unies, sur ce qu'on appelle les guiding principles des Nations Unies, qui recommandent à chaque entreprise de se commettre sur son comportement face aux droits humains et sur un certain nombre de sujets. Les 3 piliers droits humains pour Orange sont, il y en a un qui est l'interne, protéger les droits humains pour nos salariés. Vous avez vu le nombre de salariés, c'est pas négligeable.
Vous savez aussi qu'Orange a subi une crise sociale il y a maintenant 8 ans. J'imagine que vous avez encore en mémoire ce qu'on a raconté sur les suicides chez l'opérateur France Télécom à l'époque, qui est Orange aujourd'hui. Et donc vous voyez bien que autour de ça, il a fallu construire quelque chose de solide autour de la protection de nos personnels et surtout de leur accompagnement et de leur développement. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier pour un opérateur comme Orange qui déploie beaucoup de technologies, c'est le rapport que l'on a avec nos fournisseurs. Vous savez bien que ce sont des technologies de très haut niveau, qu'on a besoin de compétences qui viennent de partout dans le monde. Vous savez aussi que le poumon industriel aujourd'hui de ce genre de technologie se trouve en Chine et en tout cas en Asie. Et donc on a besoin d'établir un vrai contact, une vraie relation avec notre chaîne de fournisseurs. On va se trouver le devoir de vigilance là, très fortement. Et je vais vous raconter un tout petit peu comment Orange déploie ses interactions avec ses fournisseurs. Le troisième sujet, droits de l'homme, qui est vraiment propre au métier de l'opérateur, c'est l'accès à nos services, l'accès à l'Internet. Et dit différemment, c'est le respect de la liberté d'expression que les gens ont développé à travers nos produits et services, à travers l'expression sur les plateformes sociales, par Internet, par SMS. Tout ça, c'est un accès, donc on est garant un tout petit peu. L'accès à l'Internet devient pratiquement le 11e de la Déclaration universelle aujourd'hui. Et donc, on a vraiment une responsabilité pour développer, pour garantir en tout cas ces accès-là. Et en particulier autour de cette problématique de liberté d'expression, de garantir aussi des problèmes de respect de la vie privée pour nos clients qui s'expriment. Voilà, donc ça c'est les trois piliers. Je vais revenir un peu plus en détail. Si j'en ai le temps, je vais quand même aller assez vite. J'ai encore une vingtaine de minutes, c'est ça? Oui, ça doit être ça. Donc je vais revenir un peu. C'est ça, et je vais revenir un peu sur ces thèmes-là, puis après je vous montrerai comment le plan de vigilance que l'on a construit face au devoir de vigilance, donc de la loi de devoir de vigilance, nous a un peu consolidé un peu toutes nos actions. Alors, premièrement, donc les droits humains concernant nos salariés. On a, suite à la crise sociale dont je viens de vous parler, une crise autour de suicide. Alors la notion de suicide n'était pas une notion qui disait qu'il y avait beaucoup de suicides à l'intérieur de l'entreprise, sur une population comme la nôtre, de façon statistique, je sais que c'est un peu cruel, mais de façon statistique, le nombre de suicides correspond à peu près à des moyennes nationales. Ce qui avait changé à l'époque, c'est que la nature des suicides était différente, il était beaucoup plus relié aux problèmes de travail qu'aux problèmes personnels. Et donc on a essayé de comprendre, et là c'est là que la RSE est intervenue fortement à ce moment-là, pour essayer de rentrer dans une situation de dialogue social continu, d'écoute. Ça a été d'une violence extrême, vous pouvez l'imaginer, surtout pour une entreprise que tout le monde pensait être une entreprise plutôt paternaliste. Et donc, une écoute, essayer de comprendre ce qui se passait. Je vous résume en 2 mots ce qu'on a compris. C'est que tellement la gouvernance de l'entreprise à cette époque-là, tellement tirée par le besoin de résultats, avait perdu un peu le contact avec ses managers de terrain, ses managers de middle management, comme on dit, et ne leur avait pas donné suffisamment d'explications stratégiques du pourquoi on allait vers là, de comment on allait vers là, quel soutien on leur donnait pour y arriver. Et donc, on était plutôt dans un management un peu dur plutôt qu'un management d'accompagnement explicatif. Voilà, ça c'est vu d'en haut le problème qu'on a identifié. Donc, vous imaginez bien que derrière, on a mis en place un dialogue en continu et puis surtout un modèle d'entreprise qui changeait relativement de façon importante, avec un vrai contrat social avec les employés du groupe. Donc ça c'est le premier temps. Premier temps, on garantissait de nouveaux droits et surtout un respect beaucoup plus important au contrat social que l'entreprise avait avec ses employés. Et puis dans un deuxième temps, quelques années plus tard, on a finalisé le projet en y mettant non pas seulement des droits pour les employés, mais aussi des devoirs, ce qui a rééquilibré un peu la problématique. Juste pour vous illustrer la dépression dans laquelle l'entreprise est rentrée à ce moment-là, on a un indicateur qui mesure la fierté d'appartenance à l'entreprise.
cet indicateur est passé de 85% avant la crise à quelques 42% après la crise, et il est restauré aujourd'hui à près de 92%. Donc, vous voyez, il y a un cheminement, c'est un apprentissage, c'est basiquement des droits de l'homme, hein, mais c'est aussi des déviations. À cette époque-là, si je vous remets à 8 ans en arrière, à cette époque-là, il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient dans l'œil du cyclone, hein, puisque les modes de management étaient vraiment calqués d'une entreprise à l'autre, et donc il y a vraiment eu un déficit on va dire, de qualité de management qui s'est restauré après cette crise. Donc, dialogue, et puis après, tous les items qui vont autour de la diversité, hein, au travail, et puis l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Hein. On est une entreprise qui est très technique, hein, beaucoup d'ingénieurs, mais dans laquelle on est assez fiers d'avoir plus de 35% de femmes dans les équipes dirigeantes. Donc voilà, c'est des chiffres qui montent et qui continuent de progresser d'année en année. Voilà pour la partie, le premier pilier, donc les droits de l'homme vus avec nos employés. Maintenant, les droits de l'homme vus avec nos fournisseurs. Deuxième pilier. Donc, je vais reprendre la main pour vous remettre sur le bon transparent. Voilà. Donc, sur nos sous-traitants, il est clair que la relation a beaucoup évolué avec les sous-traitants depuis des années. Sachez qu'une entreprise comme la nôtre, je ne peux pas vous communiquer le chiffre parce qu'il est confidentiel, mais c'est plusieurs milliers. C'est le nombre de sous-traitants qui sont à l'intérieur de notre chaîne de production, avec ce qu'on appelle des sous-traitants de rang 1, ceux qui sont vraiment en contrat chez nous, et puis des dirigeants de rang 2, qui sont les fournisseurs des fournisseurs, du rang 3, les fournisseurs des fournisseurs des fournisseurs. Et vous voyez que descendre à l'intérieur de cette chaîne de production est important, sachant que vous l'aurez tous compris, plus on descend dans la chaîne de production et plus les problématiques reliées aux droits humains apparaissent. Alors, on a mis en place 3 niveaux de dialogue avec nos parties prenantes sous-traitantes. Le premier, c'est leur imposer un tout petit peu des codes de conduite. On leur demande, pour pouvoir être en contrat avec nous, de signer des codes de conduite. On s'est aperçu que ces codes de conduite étaient signés assez facilement. Donc, on a rajouté un niveau. Le niveau suivant, c'était de mettre en place ce n'était pas encore suffisant. Donc, le troisième niveau a été de mettre en place, et là, des audits, c'est beaucoup plus interpellant. Hein. Alors, ce n'est pas des audits punitifs, hein, c'est des audits dans lesquels on intervient dans les entreprises, dans l'espoir de pouvoir corriger un peu les observations qu'on a, alors de tout niveau, hein, droit du travail, droit de l'homme, travail des enfants, santé, sécurité, environnement. On va retrouver encore une fois ici des items de devoir de vigilance. Donc on a mis ça en place. Alors la particularité sur ce pilier, c'est qu'on ne l'a pas mis en place tout seul. On n'a aucun poids, hein, face à des très gros constructeurs chinois. On s'est associé avec d'autres opérateurs. On est aujourd'hui une aventure de 16 opérateurs à travers le monde. Donc, on correspond à plus de la moitié des clients opérateurs à travers le monde. Et c'est avec ces 16 opérateurs, on fait des partages des résultats d'audit. Et c'est comme ça qu'on fait monter en compétences et en qualité notre chaîne de production. On a pu intervenir sur le rang 1, nos fournisseurs directs, le rang 2, les fournisseurs de nos fournisseurs, et le rang 3, aujourd'hui, les fournisseurs des fournisseurs de nos fournisseurs. Donc voilà, on est en amélioration continue sur ces sujets-là. On a corrigé beaucoup de choses. Hein. Il se trouve que maintenant, nos interlocuteurs, côté Chine, on va dire, hein, puisque c'est une grosse partie de nos interlocuteurs, commencent à devenir bien meilleurs. Hein. La législation chinoise nous a accompagnés dans cette démarche en termes d'environnement et en termes de droit du travail. Malheureusement, je dirais, la contrepartie, c'est que ce n'est plus l'industrie la moins chère du monde. On va trouver d'autres poubelles industrielles à travers le monde, parce que en mettant des normes un peu plus, je dirais, éthiques et un peu plus responsables en termes des droits de l'homme, le coût du travail a légèrement augmenté. On est en train de le contrebalancer en mettant dans cette performance une faculté pour l'entreprise qui a accepté ce genre de principe
d'être plus compétitive. Et donc, c'est comme ça qu'on est en train de balancer, mais clairement, la chaîne de production est en train de progresser et le devoir de vigilance que l'on a mis en place nous a aidé à faire cette analyse de risque. Troisième sujet, troisième pilier de notre démarche sur les droits de l'homme, c'est les notions de liberté d'expression et de respect de la vie privée. Comme je vous l'expliquais, nos technologies, on a découvert que nos technologies, à travers les premiers événements des révolutions arabes, des printemps arabes, on s'est rendu compte que nos technologies étaient utilisées pour les gens, pour se regrouper, pour se réunir, pour communiquer, pour s'exprimer. Et que très très vite derrière ça, donc ça c'est la bonne chose, je suis toujours été assez fier d'avoir une entreprise qui a aidé ces révolutions. Ce qui est venu derrière, c'est que les gouvernements ont compris que s'ils avaient la main sur ces technologies-là, ils pouvaient couper l'accès aux plateformes sociales et à tout l'accès à Internet et même aux SMS. Et donc on a eu un nombre de demandes des gouvernements qui a augmenté au fil de l'eau. Et donc c'est devenu un enjeu de droits de l'homme essentiel, autour de la liberté d'expression, autour du respect de la vie privée, parce que les demandes de gouvernement ne sont pas seulement de couper les réseaux, mais c'est aussi, et surtout dans les événements qu'on connaît, et en particulier en France, vous imaginez bien que la protection nationale, la sécurité nationale a demandé une demande encore plus accrue de notre technologie et de nos données, de façon à pouvoir faire face au climat terroriste qui règne dans un certain nombre de pays. Donc vous voyez, on est dans un environnement où à la fois on aimerait bien être les bons élèves et aider dans la mesure où on fait progresser un peu la liberté d'une manière générale et la sécurité. Et puis d'un autre côté, on a quelques gouvernements félons à travers le monde. Et comme je vous l'ai dit, on est installé dans 29 pays à travers le monde, des pays difficiles. En gros, si je voulais le résumer, je dirais que dans tous les pays où il y a eu une révolution, on est opérateur. Donc vous imaginez la Tunisie, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Irak, ce sont des pays un peu difficiles. Il y a eu des interactions fortes avec les gouvernements. Et puis nous, on se pose en tant que personnes qui faisons notre travail le plus correctement possible avec des clients. On essaye de respecter un peu les besoins de nos clients, leur liberté d'expression, le respect de leur vie privée. Et donc, on essaye un peu de résister face aux des demandes qui ne seraient pas légitimes de gouvernement. Et pour ça, de la même façon que pour notre supply chain, on n'a pas fait ça tout seul. On n'a aucun poids seul. On s'est associé à une ONG multi-partie prenante à travers le monde qui s'appelle la Global Network Initiative, la GNI. Je suis au bord de cette ONG et on essaye avec ce levier d'avoir au dialogue un certain nombre d'ONG, d'universitaires et d'entreprises. Tous les Google, Facebook, Yahoo, Microsoft et tous les opérateurs font partie de cette organisation. On essaye un tout petit peu de résister face à des demandes légitimes et de donner un peu plus de transparence sur l'utilisation de nos technologies par les gouvernements. Donc voilà le troisième pilier. Maintenant, devoir de vigilance, puisque c'est le sujet essentiel. Je vais vous mettre dessus. Donc la loi, vous l'avez vu dans les précédents webinaires, donc je vais dépasser. Mais sachez quand même que donc elle concerne les droits de l'homme, la santé et la sécurité des personnes et si je peux avoir la main sur mes transparents. Et la troisième partie, c'est l'environnement. Voilà, merci. J'ai eu quelqu'un qui m'a soufflé. Donc l'environnement. Donc par rapport aux droits de l'homme, on a quand même pu travailler un peu plus sur la cartographie des risques. Donc on en avait une, bien sûr, mais là, avec la loi de devoir de vigilance, ça nous a permis de monter à l'échelle groupe, à l'échelle corporate, à l'échelle visibilité. On a maintenant à l'intérieur de la cartographie du groupe, et c'est les instances dirigeantes du groupe qui revoient les risques maintenant régulièrement. Vous avez sous les yeux la cartographie des risques pour les droits de l'homme, et vous voyez qu'on a abordé des sujets comme l'esclavage du travail forcé, les conditions de travail non décentes, l'atteinte aux droits des enfants et à l'éducation, les atteintes à la liberté d'association, toute action de discrimination, et puis l'entrave à la liberté d'expression. Voilà, et puis l'atteinte à la vie privée. Donc, vous voyez qu'on a adressé tous ces problèmes-là. Ils sont maintenant normalisés à l'intérieur d'une matrice, ils sont mesurés et ils sont suivis régulièrement. On a bien sûr fait le même travail
sur les problèmes d'environnement et sur les problèmes de santé et sécurité. Et je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, puisqu'on est aujourd'hui, on est sur des droits humains. Mais vous voyez que la cartographie, que je ne peux pas vous confier, hein, qui est quand même une propriété du groupe, on peut quand même, à travers des flammes, comme on dit, vous positionner un peu les problématiques. Vous voyez que les problématiques de droits humains. Non, je reste sur ce slide. Voilà. Non, voilà, celui-là. Les problématiques de droits humains, vous voyez, c'est le petit C. Quand vous regardez sur la cartographie, ils sont à impact très fort. Hein, ils peuvent complètement déstabiliser l'entreprise dans sa région. Au niveau de sa probabilité d'occurrence, on est, comme je vous le disais, tellement bien armé. Je veux dire, on est très bien positionné. Ben, on a une occurrence faite parce que ben, on est comme le lait sur le feu. On fait attention à ces problématiques-là. Des problèmes environnementaux, vous les voyez, hein, ils ont des probabilités un peu plus fortes. Vous savez qu'on a beaucoup réglementé aujourd'hui autour des problèmes environnementaux et qu'on demande aux entreprises de se positionner en termes de risque sur les atteintes à l'environnement que leur business pourrait produire ou les changements environnementaux qui pourraient atteindre leur business. Donc, on regarde dans les deux sens. Et donc, voilà quelle est la matrice de risque. Voilà, donc c'est la première chose, hein, le risque, ça nous a beaucoup amélioré. La deuxième chose, on a mis en place, bien sûr, comment répondre à ces risques-là. Une fois qu'ils sont identifiés et validés au plus haut niveau d'entreprise, ben, ça nous permet de développer des processus de façon à y parer. Je vais vous en expliquer un, par exemple, la Jack Academy, parce que ça, c'est quelque chose dans lequel on est fier. La Jack, c'est le consortium avec tous les opérateurs qui nous permet d'aller interpeller les fournisseurs, Joint Audit Cooperation. Et là, on vient de monter une académie. Donc, c'est vraiment un lieu de formation, à la fois pour nous, parce qu'on est certainement responsable en tant que donneur d'ordre dans la façon dont nos fournisseurs travaillent, mais aussi pour nos fournisseurs. Suite à un audit, si on observe un problème, on est capable de les faire monter en compétence. Vous voyez que c'est très gagnant-gagnant dans la démarche. Hein. Et voilà, par exemple, quelque chose qui a été mis en place pour répondre aux risques fournisseurs. Voilà, je vais vous laisser probablement regarder les autres. Je pense que mon temps est bientôt écoulé. Le dernier point qu'on a mis en place à travers le plan de vigilance et qui nous a été apporté par ce plan de vigilance, honnêtement, sans la loi, ça fait 3 ans que personnellement je me battais pour mettre en place ce processus sans droit de réponse. C'est compliqué, c'est le système d'alerte. Voilà mon dernier commentaire pour ce matin. Un système d'alerte qui doit répondre à un certain nombre de... On va rester sur le schéma. Voilà, on est bien sur le schéma. Le système d'alerte qui est sur ce schéma, qui doit répondre à un certain nombre de lois et de spécificités. Vous avez vu que, au sens du devoir de vigilance, toutes les alertes concernant les droits humains doivent être montées, les alertes concernant l'environnement doivent être montées, les alertes concernant la santé et sécurité doivent être montées. Et puis, il y a à côté de ça notre loi sur Sapin 2, sur la corruption, qui demande aussi un système d'alerte. Une fois qu'on a eu toutes ces obligations et que, honnêtement, les gens qui s'occupaient de corruption et les gens comme moi qui s'occupaient de RSE demandaient ce système d'alerte. On en avait un petit pour l'éthique, mais qui n'est pas au niveau, au sens de sa sécurité, au sens de sa capacité à prendre un certain nombre d'alertes. Une fois que ces lois sont tombées, ça y est, le coup est parti. On va externaliser la source technique, je dirais, parce que c'est pas notre métier, et qu'on a besoin d'avoir à la fois quelque chose d'extrêmement sécurisé et surtout facile d'accès. Hein. L'idée, c'est que quand même, vous avez compris, dans ces lois, l'alerte peut venir de l'interne comme de l'externe, et donc il faut absolument que ces choses-là soient sécurisées. Donc on est sur le cahier des charges en ce moment, on est en train de monter le système d'alerte. Il devrait y avoir un filtre à l'arrivée de l'alerte qui nous permet de distinguer si l'intervention est une vraie alerte et si c'est une vraie alerte, dans quelle direction la chose va. Si c'est des droits humains, je recevrai probablement dans ma direction l'alerte et on met en place derrière un processus pour traiter l'alerte. Sachez que les lois protègent le lanceur d'alerte quand il s'agit d'une alerte sur la corruption, et ça c'est la loi Sapin 2. Et sachez que pour une entreprise, protéger un lanceur d'alerte, d'abord c'est une révolution. Je ne sais pas si vous le mesurez, si vous avez suivi l'actualité du lancement d'alerte les 10 dernières années. Les lanceurs d'alerte ont plutôt fini en prison qu'ils n'ont été protégés.
Donc ça, c'est vraiment une vraie révolution et mon chapeau bas au dernier gouvernement, sans faire de politique, pour avoir lancé ça. Et c'est une révolution pour l'entreprise aussi. Hein, le type de protection qui est demandé pour la corruption et le type de protection que l'on donne à nos syndicalistes, qui est une protection, je dirais, à vie sur leur emploi. Donc c'est quelque chose de lourd et c'est un vrai engagement de l'entreprise. Donc on est obligé de le mettre en œuvre pour les lanceurs d'alerte de corruption. La réglementation, plan de vigilance ne nous le demande pas. Ce qu'on est en train de mettre en place pour être un peu à l'image de ce qu'on fait sur la corruption, dans la mesure où on va utiliser le même système d'alerte et d'avoir une sorte de bienveillance écrite pour nos lanceurs d'alerte quand l'alerte est reconnue comme étant une vraie alerte. Voilà, donc je vous ai fait un peu le lien, vous avez vu un peu la notion de droits humains chez Orange, elle est violente. Sachez que c'était un sujet que je ne traitais pas du tout il y a seulement 4 ans et qu'aujourd'hui ça occupe plus de la moitié de mon temps. Donc vous voyez un peu la prise en charge. Vous voyez comment le devoir de vigilance qui a été un refus et une rétention de l'ensemble des entreprises finalement asservi la partie responsabilité de l'entreprise et aujourd'hui je pense va servir l'entreprise. Alors il y a toujours, on a une loi Pacte qui est sur l'établi en ce moment ou dans lequel les entreprises pareil donnent un frein phénoménal vu de ma lunette portant la responsabilité de l'entreprise, je pense qu'elle ne peut que servir l'entreprise à terme, même si elle est dure, au sens des processus à mettre en œuvre. Donc voilà, un peu une conclusion pour le devoir de vigilance, compliqué, beaucoup de contraintes, alors avec une obligation de moyens, pas forcément une obligation de résultat dans un premier temps, mais je pense bénéfique pour la pratique des entreprises. Je pense qu'on va dans le bon sens et je suis bien sûr ouvert maintenant à toutes les questions que vous pourriez avoir. Alors, je vois qu'il y a un certain nombre de questions. Oui, merci beaucoup. Oui. Voilà. Oui, merci Monsieur Nissim pour cette intervention. Et je crois qu'entre-temps, pendant votre intervention, Tiffaine Baudelemeni a pu nous rejoindre. Je voulais, alors, on va pouvoir avoir un temps pour répondre aux questions qui vous ont été posées pendant votre intervention. La première, peut-être, c'est est-ce que la pratique des audits externes auprès de vos fournisseurs ne pose pas de problème de compatibilité avec le secret des affaires et la liberté de gestion de vos partenaires économiques? Et comment arrivez-vous à les convaincre d'accepter ces audits externes? Alors, deux parties à la réponse. La première, c'est que l'audit n'est pas diligenté par nous. Il est diligenté par une société d'audit qui est locale. Autrement dit, en Chine, ce sont des Chinois qui vont auditer. Et le cahier des charges de l'audit est complètement établi. C'est pas une intrusion dans l'entreprise. On répond à un certain nombre de critères et le cahier des charges est complètement établi. La troisième partie du processus, c'est qu'on signe un MOU, un Memorandum of Understanding avec nos fournisseurs, qui nous permet donc de garder la donnée entre nous, entre celui qui lance l'audit, donc l'opérateur et le fournisseur, sachant que nous ne partageons que le résultat des observations négatives et des plans d'action correctifs qui ont été mis en place. Donc grâce à ça et grâce au levier aussi, du fait qu'on est 16 opérateurs maintenant dans cette initiative, donc la moitié de la planète en termes de télécommunications, fait qu'aujourd'hui les fournisseurs sont plutôt en train de se mettre en rang pour pouvoir être audités par nous plutôt que de refuser l'audit. Hein, et on est dans ce système gagnant-gagnant, avec je vous l'ai illustré avec la Jack Academy, dans lequel on a une vraie montée en compétences de l'ensemble de nos fournisseurs. Voilà pour la première question. Autre question? Bien sûr. Oui, il y a une autre question qui a été posée. Quel est le rôle du médiateur de l'entreprise dans le plan de droit de vigilance pour les consommateurs? Alors, le médiateur de l'entreprise, pour l'instant, était essentiellement dirigé par les plaintes des clients sur nos services. C'est-à-dire que si on avait une rupture de service, le médiateur intervenait. Là, on pose des problèmes légèrement différents avec les droits de l'homme, l'environnement et santé-sécurité. Il n'est pas encore monté en compétence sur ce genre de sujet, mais je pense que ce sera un interlocuteur important dans l'année à venir.
OK? On rend la parole à Sherpa pour les questions ou y a-t-il d'autres questions? Ça peut prendre la main sur les questions. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On a un petit souci de son. Je ne sais pas ce qui se passe du côté de Marie, donc moi je vais poursuivre avec les autres questions. Quel est le rôle du médiateur de l'entreprise dans le plan de droit de vigilance pour les consommateurs? Alors, On va normalement, si peut-être vous profiter m'entendez, Oui, on vous entend. vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend. Alors, Il n'y a pas de problème. normalement, vous devez entendre la question puisqu'on est sur le même ordinateur et sur la même conversation. Donc, je vais rendre la parole à la question que Sherpa était en train de poser, si vous le voulez bien. On réessaye, vous nous dites si ça fonctionne. Alors, la question, Oui, vous pouvez réessayer. la question était, du coup, sur les demandes émanant du gouvernement de couper l'accès au réseau, quelle est la procédure qui a été mise en place par Orange pour répondre à ce type de demande? OK. Si tout le monde a bien entendu la question, les demandes, d'abord, pour remettre un peu de perspective, sont en train d'exploser. On en avait quelques-unes, une ou deux, il y a 4-5 ans. Cette année, j'en ai plus de 10. Et à chaque fois, c'est assez structurant, hein, puisque ça isole complètement un pays ou une région d'un pays de tout accès à l'Internet ou de tout accès à un réseau mobile. C'est compliqué de faire face à une demande d'un gouvernement, surtout quand la demande possède un peu de violence dans son expression, dans la mesure où un opérateur est lié aux demandes des gouvernements à travers ses accords de licence. Demain, un gouvernement décide de nous supprimer les accords de licence, on va laisser en sous-sol des milliards d'euros de déploiement de réseau qu'on a fait, on va être sorti et un opérateur probablement moins scrupuleux que nous, les technologies sont maintenant accessibles. Donc on a ce premier lien. Le deuxième lien, c'est qu'on est aussi un business qui est complètement lié à nos clients. Je veux dire, il n'est pas question d'enfreindre un peu la liberté fondamentale de nos clients. Et vous voyez qu'on est un peu le morceau de jambon dans ce sandwich, et on est pris entre les deux feux. Les premiers temps, ça a été très très dur. C'est pour ça qu'on s'est mis un tout petit peu en association avec d'autres opérateurs, avec des plateformes sociales, hein, Google, Facebook, Yahoo, Microsoft, qui avaient pas tout à fait les mêmes problèmes, mais qui avaient les mêmes demandes. Et puis surtout, avec un certain nombre d'ONG et d'universitaires, de façon à pouvoir faire bloc, de façon à pouvoir résister et de façon à pouvoir, bien sûr, donner de la transparence avec tout ça. Alors, l'association dont je fais référence s'appelle la Global Network Initiative, dans laquelle Orange a une place importante, elle fait partie du board de cette organisation. Et c'est avec eux, on fait d'abord une première demande pour essayer de résister quand la demande n'est pas légitime. Donc on a un certain nombre de cahiers des charges, ça s'appelle des principes. Ces principes, on les a écrits avec les autres partenaires de la GNI. Dialoguer, avoir un document écrit, auditable, provenant d'une autorité responsable et répondant à un problème de sécurité nationale ou un problème judiciaire. Voilà un tout petit peu les éléments qu'on essaye de vérifier et sur lesquels on a une trace écrite. Et si ces demandes ne sont pas réalisées et que le gouvernement nous demande quand même de faire, dans ce cas-là, j'agis comme un lanceur d'alerte. J'envoie l'alerte à l'ensemble de cette communauté internationale qui elle-même réagit sur ses blogs. Ça a marché 3-4 fois sur 5. C'est-à-dire que le gouvernement se sent piégé à travers
le fait qu'il y a une connaissance internationale de son positionnement et donc recul, surtout pour les gouvernements qui dépendent beaucoup de l'aide de la Banque mondiale. Pour d'autres, ils n'ont jamais reculé, ils nous ont plutôt mis en difficulté. Donc voilà, on est un peu pris dans ce filet-là et c'est compliqué. C'est compliqué, on essaye de le faire du mieux qu'on peut. Alors, c'est une question très très lourde. On n'est pas une plateforme qui opère de Californie hein, et qui met un routeur en visibilité du pays. On est sur le terrain. Un opérateur dans un pays, c'est des milliers de personnes. C'est 99,9% de locaux. On a très très peu d'expatriés. Donc il y a une pression fiscale, judiciaire qui peut s'exercer sur eux. La deuxième chose, c'est que nos équipements coûtent des fortunes. Et donc sont installés sur le terrain. Donc partir, c'est pas aussi simple et ça ne résout pas le problème des milliers de personnes qui sont sur le terrain. Deuxième considération, c'est de dire que de toute façon, derrière nous, il y aura de toute façon des opérateurs qui prendront la main et qui n'auront pas les mêmes scrupules ou la même conscience que nous. Donc, on aurait tout perdu en faisant la politique de la chaise vide. Donc, la réponse est non. On ne considère pas à partir, mais par contre, on continue à lutter, à dialoguer et à essayer d'améliorer les choses. Dans le temps, les choses s'améliorent. Hein. Il y a un certain nombre de pays qui ont été en visibilité cette année. Je peux les citer parce qu'ils sont dans tous les journaux. Je parlais du Cameroun, par exemple. Ça a été très très dur, les demandes ont été réitérées, ils ont refusé notre résistance, les publications des Nations Unies et de toutes les ONG n'y ont rien fait, et pourtant, dernièrement, ils nous ont demandé de comparer leurs pratiques aux pratiques des autres pays. Et donc, on leur a apporté bien sûr ce qu'il fallait pour leur dire qu'ils avaient un comportement non éthique. Vous voyez, on est dans ce dialogue-là, il est compliqué, mais j'imagine qu'on fait quand même progresser. Vous avez notamment sur ces questions gouvernementales, de rapport avec les gouvernements, que vous avez vu il y a quelques semaines, quelques mois, en RDC, une situation de dénonciation par des collectifs d'avocats, des ONG, justement une coupure de l'accès à Internet avec plusieurs opérateurs qui étaient concernés. Est-ce que ce cas particulier, vous avez déjà pu l'intégrer dans votre plan de vigilance? Est-ce qu'il a été traité? Comment est-ce qu'il a été intégré? Okay. Donc, effectivement, la première chose que les clients voient, c'est qu'on leur coupe le réseau. Et le premier responsable, c'est nous. Hein, c'est clair, c'est la perception, alors que pas du tout. C'est bien sûr une demande forcée du gouvernement pour que l'on coupe les données. L'accusation qui nous a été faite était de dire vous avez été plus loin que les demandes du gouvernement. C'est-à-dire que vous avez coupé plus de fois le réseau que la demande. Donc ça, on est en train de, on a des juristes qui sont en train de travailler sur le sujet, on est en train de démontrer que non, et qu'on a, et c'est ce que je vous disais à travers mon principe, on a une demande traçable sur chaque demande. Donc on va produire ces choses-là, mais donc il va y avoir un jugement qui va être fait en RDC et un jugement qui va être fait ici à Paris avec le point de contact national. Je vais prendre la main parce que pour moi ça va être un point d'expression et un forum assez bon pour faire comprendre à tout le monde de quoi il s'agit. Et donc, non, on ne l'a pas intégré puisqu'on avait déjà nos processus en place, on les a respectés et on va simplement utiliser cette attaque et cette mise en accusation comme tribune pour s'expliquer. Qui va peut-être devoir faire le lien avec l'intervention d'Arnaud Foucault, c'est sur l'élaboration de la cartographie et de votre plan de vigilance. Est-ce que, comme la loi de devoir de vigilance propose et suggère cette élaboration en collaboration avec les parties prenantes, est-ce que vous avez intégré, vous, dans votre cas, à Orange, les associations de consommateurs ou des représentants des consommateurs, ce type de parties prenantes? Est-ce que ça fait partie des parties prenantes que vous avez Alors, la démarche est en cours. Dans la concertation, la chose la plus importante a été des formations syndicales. On a eu 2 rencontres avec elles, hein, toutes confondues, surtout en ce moment dans le climat un peu difficile que l'entreprise a avec cette formation syndicale, et d'une manière générale avec le climat politique en France en tout cas. Donc on l'a fait, ça a été un exercice intéressant, courageux, beaucoup d'éléments de contribution hein, sur le système d'alerte, sur l'analyse des risques. Donc ça a été fait. Les associations de consommateurs n'ont pas encore été vues, elles font partie de l'étape d'après, hein. Mais il nous semblait plus important d'abord de faire rentrer dans la danse nos syndicats qui sont demandeurs depuis un moment. Hein. Je suis à la RSE depuis pas très longtemps. Avant ça, j'ai été en direction opérationnelle.
je vois bien un peu le jeu de rôle qui s'est établi dans une entreprise entre les syndicats et les employés, et je trouve qu'à travers, un, le reporting RSE d'une manière générale, deux, à travers ces concertations que l'on fait sur ces différents éléments de loi, on sent bien qu'il y a une volonté de transformer un peu la relation syndicale, à la fois du côté syndicat et du côté employeur, de changer un peu ce mode de confrontation. Moi, j'ai découvert ça il y a 5-6 ans. Quand je les rencontre régulièrement, c'est hurler de rire le jeu de rôle qui s'est établi entre les différents représentants. Et je trouve qu'on est plutôt en train de reconstruire un partenariat d'écoute, de concertation et de construction. Donc, ça va plutôt. Merci beaucoup. Je pense qu'il est temps de